D'abord, vous avez évoqué le fait que je suis ici aujourd'hui pour la 3e fois. Je ne sais pas s'il faut que je considère que j'ai été collé les fois précédentes et que j'essaye de me rattraper cette fois-ci, ou est-ce que j'ai été reçu à chaque fois assez aimablement pour que l'on me réinvite une nouvelle fois. En tous les cas, j'en suis très heureux, j'ai toujours énormément de plaisir à ces dialogues. Je vous félicite de l'intelligence de ces rencontres, c'est-à-dire cette façon de poser le rapport à l'autre d'une façon non dramatique, non fragile, et surtout dominée par l'idée que nous partageons tous, je crois, c'est qu'il y a peut-être des relations internationales, il y a peut-être des processus de mondialisation, il y a peut-être aussi, hélas, des moments conflictuels, des dissensions, des frottements, des incompréhensions, mais fondamentalement, il y a l'humanité. Il y a l'humanité, et celle-ci, on peut encore aujourd'hui en parler au singulier, et c'est là que loge l'essentiel de nos espoirs. Alors, ce livre que je suis heureux de vous présenter, comme ses précédents, essayait de faire passer un certain nombre de messages que je vais vous présenter, mais avant, il répondait à 3 interrogations. 3 interrogations que je me suis posées pendant les 40 années de ma vie de professeur de relations internationales. Et, comme dirait quelqu'un que je respecte beaucoup, sentant venir le froid éternel, je me suis... Oh, c'est pas drôle. Je me suis tourné vers ce qui pourrait être le bilan de cette réflexion sur l'international. Et en faisant ce bilan, qui tombait à point, puisque c'est l'année même où je prenais ma retraite, c'est-à-dire l'été dernier, 3 grandes interrogations m'ont véritablement conduit à faire autrement. La première interrogation, c'est: est-il sain, quand on fait des relations internationales, de regarder soi à partir de soi? Est-ce qu'il est sain que 99% des ouvrages de relations internationales, des penseurs en relations internationales, des théoriciens de relations internationales, 99% de ce qu'on enseigne dans les universités et dans les écoles soit le discours du Nord sur le Nord? Et lorsque l'on a la charité de s'interroger sur le Sud, eh bien, on nous fournit un discours du Nord sur le Sud. Et est-ce acceptable? Évidemment non. Et me souvenant de mon année de philosophie, lorsque pour la première fois en salle des professeurs j'avais rencontré Aristote, celui-ci disait quelque chose de fantastique. Il disait: mais pour faire de la science, il faudrait se mettre au balcon pour se regarder passer. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire essayer de voir le Nord de l'extérieur, de manière à avoir la perception que le Sud peut avoir du Nord, et ainsi entrer en sympathie avec ceux que l'on considère comme les éternels marginaux du système international. Évidemment, c'est un grand défi. Un grand défi, je vous fais cette confidence de manière un peu indiscrète et quelque peu ostentatoire, étant originaire et du Nord et du Sud, j'arrive, avec quelques contorsions, à me mettre au balcon pour regarder passer aussi bien le Nord que le Sud. C'est le spectacle auquel je vous invite. La deuxième interrogation qui m'a beaucoup accompagné tout au long de ma carrière, c'est la persistance dans l'erreur. Comment peut-on autant échouer et recommencer la même chose avec exactement la même conviction? Alors, en feuilletant un ouvrage de psychologie, parce que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de psychopathique là-dedans,
Eh bien, je suis tombé sur la loi Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez la loi Dunning-Kruger. Il n'y a aucune honte à ne pas la connaître, puisque moi, avant d'avoir feuilleté mon fameux manuel, je ne la connaissais pas. Et la loi Dunning-Kruger donne à peu près ceci: moins on est performant, plus on a tendance à surestimer ses capacités. Et dans ces relations entre le Nord et le Sud, le Nord a totalement échoué et il recommence pourtant de plus belle. Alors, j'ai compris que des psychologues avaient déjà rencontré cette expérience et avaient trouvé un début de théorisation à la chose. Tant mieux, j'ai pu m'en inspirer, et c'est aussi en m'inspirant de cela que je voudrais vous présenter mon interprétation de la persistance dans l'erreur. Regardez quand même toutes ces interventions militaires au sud, la Somalie, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Mali, et maintenant le Sahel tout entier. À chaque fois, on échoue et on recommence. Donc pourquoi ? Et puis enfin, une troisième question, peut-être plus existentielle, c'est comment peut-on sortir de cela ? C'est-à-dire, tout se passe comme si le changement social et politique était enfermé dans un cercle vicieux. C'est le vice du cercle que je vous présentais à travers la loi Dunning-Kruger. Alors, y a-t-il des perspectives de sortie ? Et ces perspectives de sortie, il y en a, rassurez-vous. Je pense terminer sur une note optimiste. On va passer par un moment très désagréable, je vous préviens, dans à peu près 50 minutes, et puis après, vous verrez qu'il y a... je vous dis ça pour que vous restiez jusqu'au bout. C'est-à-dire le plus optimiste est à la fin. Évidemment, avant de démarrer et de répondre à ces trois questions, je voudrais tout de suite mettre en évidence quelque chose qui m'est cher. C'est que lorsque je fais cette conférence sans prendre les précautions nécessaires, inévitablement, la première question qui m'est posée à l'issue de ma présentation, c'est « Mais vous dites le Sud alors qu'il y a des Suds ». Ben oui, il y a des Suds. Mais fondamentalement, ce que je plaide ici, c'est la singularité du Sud, comme je plaiderais la singularité du Nord. Alors un mot là-dessus peut-être. Un mot là-dessus parce que la singularité du Nord, elle vient de cette expérience historique que vous avez fort bien résumée dans votre présentation il y a un instant, et qui est le fait que le Sud est inventé de manière d'ailleurs tout à fait pragmatique, sans s'en rendre compte probablement dans un premier temps, le premier système international. Le premier système international est né à la sortie du Moyen-Âge, lorsqu'il a fallu surmonter ces trois modes de respiration mondiale qui avaient cours jusque donc au début de la Renaissance, à savoir la tutelle impériale, la tutelle pontificale et la fragmentation féodale. La crise de la fin du Moyen-Âge en Europe, c'était ces trois facteurs, et c'est rare dans l'histoire que trois facteurs aussi corrosifs viennent se rencontrer, c'est-à-dire une tutelle pontificale qu'au moment où montait le temps de la raison ne supportait plus, une tutelle impériale qui était quelque peu vieillotte, et effectivement une fragmentation féodale qui était très peu disposée à accueillir ce capitalisme marchand naissant. Comment faire ? Comment faire ? Eh bien, en créant cet objet totalement inconnu auparavant, qui est l'unité politique, territoriale et souveraine, autrement dit l'État. C'est-à-dire concevoir le politique, non plus dans la logique de l'Empire ou dans celle de la féodalité ou celle de la chrétienté, mais dans la logique territoriale. Et considérer que le politique est incarné dans des territoires souverains, c'est-à-dire bordés de frontières. Aujourd'hui, ça paraît banal, je vous dirais même un peu dépassé. Mais à l'époque, c'était absolument révolutionnaire, sans aucun précédent. Il n'y avait pas de précédent de cette nature. Ni du côté de la Chine, ni du côté de l'Afrique, ni du côté du Moyen-Orient, nulle part. Et évidemment, se posait immédiatement la question, si désormais
on juxtapose des unités politiques territoriales et souveraines, comment allons-nous régler les relations entre ces unités politiques puisqu'elles sont souveraines? Bel échange téléphonique que j'ai pu avoir avec M. de la Palisse. Je lui ai dit, mais si elles sont souveraines, elles n'obéissent à personne. Ah oui, m'a-t-il dit. Et si elles n'obéissent à personne, comment envisager un ordre international? Et c'est ainsi qu'est apparue peut-être la phrase la plus importante du philosophe le plus important de notre modernité politique occidentale, à savoir Thomas Hobbes, qui nous explique dans le Léviathan que les États sont entre eux comme des gladiateurs. Et donc, chose horrible, chose pernicieuse, chose dangereuse, les relations internationales s'exprimaient désormais dans la banalité de la guerre. C'est-à-dire, quand on est unité politique territoriale souveraine, on n'a rien d'autre à faire lorsqu'on a un contentieux, eh bien, de le liquider par l'usage de la force. Et donc, la guerre devient le pivot des relations internationales, triste héritage de notre passé occidental. Mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait quelque chose de plus, on était à l'époque de la raison. Comme on était à l'époque de la raison, on considérait que ce nouvel ordre international était non seulement raisonnable, mais rationnel. Et comme il était rationnel, il était universel, il ne pouvait pas en avoir d'autre. Donc, ce système était unique, mais destiné à devenir universel, et ne supportait pas, le moins du monde, quelques modèles rivaux. Le modèle rival ne pouvait être qu'un modèle inférieur. Et c'est ainsi que le Nord s'est rétracté sur lui-même et est devenu singulier, mais c'est ainsi que le Sud s'est défini dans son unité, puisque le Sud, c'est tous ceux qui n'ont pas participé à l'invention de ce modèle et qui ont été communément exposés à sa domination. Et ça va de la Chine jusqu'aux rives atlantiques de la Mauritanie, en passant, bien entendu, par ces deux grands continents que sont l'Asie et l'Afrique. Alors, à partir de ça, comment répondre aux trois questions que je posais en ouverture? Alors, pour qu'il y ait un peu d'ordre et de visibilité dans mon propos, j'ai trouvé un plan d'une originalité que j'espère vous allez saluer. Premièrement, d'où vient-on? Deuxièmement, où sommes-nous? Et troisièmement, où allons-nous? Et c'est là que je vous réserve quelques petites surprises. D'où venons-nous? Ce qui m'intéresse ici, dans la question du d'où venons-nous, ce n'est pas l'invention du système westphalien, je viens de vous en parler, mais c'est ce que j'appellerais les 4 malencontres. Malencontre est un terme que j'emprunte respectueusement au grand Étienne de la Boétie. Relisez le discours sur la servitude volontaire, qui est d'une finesse extraordinaire et surtout d'une très belle langue. Et ces 4 malencontres sont les 4 piliers de cette rupture profonde et définitive entre ce qui allait devenir le Nord et ce qui allait devenir le Sud. La première malencontre, elle apparaît au début du XIXe siècle. La deuxième, avec la fin de la Première Guerre mondiale. La troisième, avec la décolonisation. La quatrième, avec la mondialisation. La première, c'est le début du XIXe siècle. Là, tout aurait pu être résolu. Nous sommes au début du XIXe siècle, le progrès de la communication et des transports fait que peu à peu, la Chine entre dans notre monde. Je dis peu à peu parce que le processus sera lent. Et l'Afrique, qui se limitait dans l'esprit européen à quelques comptoirs maritimes, allait devenir part entière de ce jeu mondial qui se construisait. Et là, ce qui est du domaine de la volonté, parce qu'il y a eu même des débats là-dessus, il y a eu des oppositions violentes, c'est le choix politique résolu de concevoir et de transformer le système westphalien en un système hiérarchique. C'est là que ça s'est passé. Alors, côté de la Chine, nous sommes au début du XIXe siècle, la Chine devient un partenaire économique, vous voyez que tout ça n'est pas très nouveau, la Chine devient un partenaire économique, et nos amis britanniques sont attirés par la soie chinoise, qui habille si bien les Theresa May et Margaret Thatcher de l'époque, mais que leur vendre en échange. Et là,
le fait créateur parle de lui-même. On va leur vendre ce qui est interdit en Europe, c'est-à-dire de l'opium. Et la guerre de l'opium, c'est fondamental pour comprendre la mise en place de cette logique hiérarchique. La guerre de l'opium, c'est ce que nous ne considérons pas comme vendable à nos semblables peut l'être à nos dissemblables. Et c'est ainsi que le malheureux empereur Qing va perdre 2 de ses fils, victimes d'overdose, et mettez-vous à sa place, il décidera alors d'interdire le commerce de l'opium dans la baie de Canton. La reine d'Angleterre a alors cette phrase superbe dans son discours du trône, c'est une atteinte inadmissible à la liberté du commerce. Eh bien, l'aventure va commencer, elle va s'aggraver par la réplique des Occidentaux, britanniques mais français aussi, le sac du palais d'été, tout ça vous connaissez bien, c'est des moments très forts de notre histoire qui construisent l'inégalité, qui construisent l'humiliation chinoise. Et rappelez-vous la phrase de Mao le 1er octobre 1949, le jour de la victoire de la révolution communiste, à partir de maintenant, la Chine ne sera plus humiliée. Et donc, c'est un moment. Et c'est là que la Chine va durablement communier avec le Sud. Peut-être, si j'ai le temps, j'y reviendrai tout à l'heure, mais cette volonté délibérée de la Chine de continuer, maintenant qu'elle est la vice-championne du monde, considérée comme un pays en développement et comme un pays du Sud. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre les relations internationales aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, la chance de parler un jour à un haut diplomate chinois, et je lui ai posé la question, Monsieur Nana, est-ce que vous seriez candidat à entrer au G7 si ça vous était proposé? Non, m'a-t-il dit, mais d'une voix forte, postillonnante. Et donc, tout en m'essuyant, je lui dis, mais écoutez, monsieur l'ambassadeur, moi je suis un universitaire, on ne peut pas me répondre comme ça, il faut me répondre en 2 parties et 2 sous-parties. Et à ce moment-là, il m'a fait cette réponse extraordinaire. Il m'a dit, le jour où la Chine entrera dans le G7, nos amis du Sud nous considéreront comme des riches et des puissants. Vous ne l'êtes pas en ce moment. Non, non. Ce qui d'ailleurs est une image intéressante sur le plan politique, c'est-à-dire ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on est, mais de la manière dont on veut se présenter. Si je suis le seul ici à avoir une cravate, ce n'est pas par hasard, etc., etc. Et avec l'Afrique, la construction hiérarchique va être pire. Parce que, pour de multiples raisons, on ne pouvait pas totalement asservir la Chine. De par son éloignement, de par son gigantisme, de par son passé, de par l'équilibre même des puissances à l'intérieur du Nord, on ne pouvait pas faire plus que ce que je vous ai décrit, qui était déjà pas mal. L'Afrique va être directement asservie. Et c'est là que Jules Ferry va prononcer cette phrase terrible sur le fait que les races supérieures ont des droits, et des droits notamment d'intervenir chez les races inférieures, et notamment pour les faire évoluer. Je vous signale que M. Jules Ferry est au Panthéon, qu'un président de la République française qui est connu pour sa bonne inspiration a été déposé une rose sur sa tombe, et que la moitié des villes en France portent le nom de Jules Ferry avec celui de la République ou de la Liberté, et que par-dessus le marché, beaucoup de lycées africains s'appellent lycée Jules Ferry, ce qui quand même est un peu fort. Et quand je vous disais tout à l'heure que tout ceci relève d'un choix politique, vous savez comment un homme qui n'est pas sans tâche, Georges Clemenceau lui avait répondu déjà à l'époque, non, il n'y a pas de race inférieure. Et dans ce cas-là, l'Allemagne ayant gagné la guerre en 1871 peut nous considérer, nous, comme une race inférieure. Ce qui était quand même extraordinairement bien vu, de même que le grand Victor Hugo avait fait l'un de ses plus beaux poèmes sur, c'était pas en vers, c'est pas un poème, mais de ses plus beaux textes pour condamner le sac du palais d'été. Donc ne croyez pas à ceux qui vous disent « Ah, mais c'était l'esprit de l'époque ». Non,
c'était un débat, ce débat a été tranché, il a été tranché dans le sens de la construction d'un système international hiérarchique dont nous payons très cher aujourd'hui le prix. La deuxième malencontre, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, et plus spécialement la paix de Versailles. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'on a toujours beaucoup glosé sur la paix de Versailles et ses effets en Europe qui ont été désastreux comme vous le savez. Et là, Georges Clemenceau n'a plus le rôle positif, mais a au contraire un rôle négatif. Mais on n'a jamais parlé des effets de la paix de Versailles sur les autres continents. Les autres continents, sur le Moyen-Orient en particulier, et l'imbroglio moyen-oriental est quand même directement hérité de la manière, de la grammaire qui a été choisie pour répondre à la défaite de l'Empire ottoman, parce que demain, cher Kenny Morad, on aura l'occasion d'en discuter, mais aussi en Afrique, avec le partage des colonies allemandes. Mais ce que l'on ne sait pas, en tous les cas qu'on a mal regardé, c'est l'effet de la paix de Versailles sur, à nouveau, l'Extrême-Orient. Lorsque la Chine est très tardivement entrée en guerre contre l'Axe et du côté des Alliés, c'était sous la pression d'un certain Woodrow Wilson qui expliquait entrez donc en guerre, c'est une bonne affaire pour vous, parce que comme ça, l'Allemagne étant défaite, vous allez récupérer les possessions allemandes dans le Shandong, notamment la ville de Tsingtao. Les Chinois ont dit oui, après tout, pourquoi pas. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au même moment, Wilson, s'adressant aux Japonais, leur dit écoutez, c'est bien que vous soyez entrés en guerre avec nous, parce que comme ça, quand les Allemands vont être défaits, vous allez récupérer le Shandong. Bon. Et alors, il s'est passé une chose absolument extraordinaire, c'est que le diplomate japonais était un homme extraordinairement subtil et fin, un fin manipulateur, et avait présenté à Versailles un texte en disant écoutez, voilà, nous proposons d'inclure dans la paix de Versailles un texte proclamant l'égalité absolue des races humaines. Wilson, fils d'un pasteur sudiste, pas question. Non, écoutez, pas exagérer. Hein. Et du coup, la proposition japonaise a été rejetée. Alors, les Japonais sont allés trouver les Américains, et à la cafétéria, comment ça se passe dans les négociations, et il a dit mais vous avez fait une mauvaise manière en refusant notre proposition. Alors, si vous voulez éviter de sérieux ennuis avec nous, vous avez rejeté notre proposition, vous allez accepter l'autre. Et l'autre, c'est que le Shandong nous revienne. Les Américains ont dit oui. Et c'est ainsi que les possessions allemandes du Shandong sont passées côté japonais. Mais alors, il y avait un espion dans la salle. Espion de quelqu'un qui n'était pas du tout représenté à la conférence de Versailles, qui était Lénine. Et l'homme a été répété tout ça à Lénine. Lénine, ça me donne une idée. Et Lénine a immédiatement refilé l'info à la délégation chinoise. Alors, ce serait trop long de vous expliquer, pas à la principale, parce qu'il y avait deux délégations chinoises, parce que la Chine à l'époque était décomposée, mais à la seconde, qui était représentée, la Chine, par un Trinidadien. Oui, tout ça est très compliqué. Et évidemment, délégation chinoise furieuse, fait valoir la chose aux différents responsables des mouvements nationalistes chinois, et c'est ce qui explique, moi qui avait toujours été une énigme pour moi, que le 4 mai 1919, la grande manifestation dont nous avons célébré le centenaire récemment, qui a marqué le point de départ du nationalisme chinois, était une manifestation en même temps nationaliste et anti-occidentale, et structurée autour de ce qui allait devenir le Parti communiste chinois que Sen Duqiu allait créer à peu près au même moment. D'où l'orientation sudiste et bandungienne de la Chine qui prend ainsi sa source dans ce rejet d'un Occident qui l'avait trahi. Alors que le nationalisme chinois était jusque-là un nationalisme assez irrigué de l'esprit occidental, Rousseau notamment étant très présent dans la pensée des nationalistes chinois de la deuxième moitié du XIXe siècle. Troisième malencontre, c'est la décolonisation. Il faut partir de l'idée qui est absolument fondamentale pour bien comprendre notre monde d'aujourd'hui, que le plus grand échec du XXe siècle, ça a été la décolonisation. La décolonisation, à nouveau, aurait pu tout régler. Après tout, on remettait les pendules à l'heure, on repartait de zéro, tous les États, sauf la Palestine, étaient souverains, libres et indépendants, donc c'était l'occasion de construire une véritable mondialisation.
il faut voir que cet espoir a été trompé pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'on a toujours négligé quelque chose que je tiens pour essentiel, c'est que l'utopie qui animait la volonté d'émancipation des pays du Sud, notamment africains et asiatiques, n'était pas une utopie nationaliste au sens strict du terme. C'était d'abord une utopie d'émancipation, c'est-à-dire sortir de l'esclavagisme qui n'avait pas disparu, de l'inégalité des races dont je vous parlais tout à l'heure, de l'inégalité des statuts, de l'injustice, du mauvais traitement, du racisme. Et comment tous ces émancipateurs de la première génération pensaient tout ça? Pas du tout à travers l'idée de construire un État-nation, mais à travers les grandes utopies pan-asiatiques, pan-africaines et pan-islamistes, pan-arabes. Et ça, c'était la grande utopie du Sud, que de ne pas se mesurer avec le Nord en s'incarnant dans un modèle importé du Nord, mais en inventant et pensant un autre modèle de substitution dont les premiers porteurs ont été les Africains. Première conférence panafricaine, Londres, 1900. Avec qui? Avec des Afro-Américains, George Padmore, Webb Du Bois. C'est-à-dire des gens pour qui, en quelque sorte, il fallait reconstruire un imaginaire libre, c'est-à-dire émancipé du modèle stato-national qui n'était rien d'autre que le modèle colonial. Et ça va continuer. Si vous prenez cet homme absolument fantastique qui était Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana et aussi le premier président noir, à l'exception du Libéria, d'Afrique, Nkrumah disait « Mais si on construit un État-nation dans la Gold Coast, on va se faire avoir, parce que nous n'avons pas les moyens, les ressources pour assurer notre souveraineté. Donc construisons l'Afrique unie. » Et ce panafricanisme n'était pas un doux rêve, il était irrigué de propositions concrètes, une banque africaine, une monnaie africaine, des échanges africains, remettre en question ces frontières qui n'existent, comme je vous le disais tout à l'heure, que dans l'histoire européenne. Ça ne s'est pas fait. Même chose, et ça on l'oublie totalement, le panasiatisme au lendemain de la Première Guerre mondiale. Chinois et Japonais étaient déjà en contentieux, ça n'empêche qu'à Kobe en 1924, on va retrouver Sun Yat-sen, Nehru et les dirigeants japonais pour clamer leur asiatisme. Et puis, en 1926, l'année même où le califat est aboli, première conférence pan-islamique, qui se tient au Caire et qui va être succédée d'autres conférences, notamment à Jérusalem et à la Mecque, qui vont ensuite muter en panarabisme. Pan. Cette utopie, non pas pan. Cette utopie va être brisée par la mécanique westphalienne. Et ça va aboutir à quoi? À la pâle imitation du modèle stato-national occidental qui ne va pas fonctionner. D'où cascade d'États faillis et d'États effondrés, mais surtout qui va toujours être considéré dans l'imaginaire des peuples comme quelque chose d'étranger. Rappelez-vous, méditez toute la nuit à venir cette belle phrase de Jean-Jacques Rousseau, « Il n'est de peuple que celui qui s'institue ». C'est magnifique, je n'ai jamais entendu quelque chose de plus intelligent que ça. Il n'est de peuple que celui qui s'institue. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire, tiens, on s'aime bien, allez, on fait un peuple, le peuple libre de Mercier. Bon. Oui, à condition de se construire d'institutions, d'inventer nos institutions. Mais si nous n'avons pas d'institutions, nous ne sommes pas un peuple. Et si nous empruntons nos institutions à d'autres, c'est le problème de la décolonisation, nous ne sommes pas un peuple non plus, parce que nous n'avons pas produit nos institutions. Et ça a été le drame de la décolonisation, qui a ouvert beaucoup de conflits, comme je vous le montrerai dans un instant. Mais il y a eu un autre drame, c'est qu'une fois cette indépendance acquise, les vieux du Nord se sont regroupés entre eux, mine de rien, pour constituer un mini-latéralisme qui reconstituait leur complet monopole sur le système international et qui faisait de ces États récemment indépendants et souverains des citoyens passifs de l'ordre international.
C'est-à-dire, vous avez le droit de regarder, et encore. Et ça a été véritablement le second échec de la décolonisation. Parce que, mettez-vous à la place de quelqu'un auquel on dit, bon, on ne peut pas vous empêcher de regarder, mais vous ne dites rien, et surtout, vous ne décidez de rien. Si on vous propose ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, il ne vous reste plus qu'une posture. Râler. Contester. Et dans le sillage des indépendances ou des fausses indépendances acquises, la logique qui se banalisait, c'était l'invention de la diplomatie protestataire ou de la diplomatie contestataire, qui couvre la quasi-totalité des pays du Sud, qu'on va voir s'exprimer à Bandung, 1955, qu'on va voir s'exprimer dans la conférence, dans le mouvement des non-alignés qui va apparaître en 1961, confirmé dans la conférence d'Alger de 1967 qui donnera naissance au groupe des 77 qui sont maintenant 134 et dans lesquels la Chine est présente, et se transformer en diplomatie protestataire radicale. C'est quoi? Ben, c'est la diplomatie défiante, c'est Ahmadinejad, c'est Kim Jong-un, dont j'ai appris dans le train ce matin qu'il avait fait fusiller tous les diplomates qui ont négocié la rencontre d'Hanoï. Hein? Oui. Voilà, c'est pour ça probablement que M. Trump a dit qu'il trouvait l'homme très sympathique. Vous savez, il faut être très fort en sciences politiques pour comprendre le monde aujourd'hui. Hein. Et donc, cette exclusion de la gouvernance va inventer un système international où le Sud va se régénérer dans la contestation, dans la marginalité, dans la passivité. Et donc, mettez tout ça bout à bout et vous avez la violence. Et puis enfin, la quatrième malencontre, ça a été la mondialisation. La mondialisation aurait pu encore sauver la mise. Parce que la mondialisation, c'est quoi? C'est l'inclusion. Tout le monde dans le même bateau, sauf les Palestiniens. Oui, d'accord. Mais quand on est burundais et qu'on a un PIB par habitant de $600 par an et qu'on est luxembourgeois à 110 000 $, je me garderai bien de donner l'exemple de la Confédération helvétique par courtoisie, bon, eh bien, est-ce qu'on est vraiment dans le même bateau? Enfin, certains sont dans la cabine de luxe et les autres dans la cale. La mondialisation, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est quoi? C'est tout le monde dépend de tout le monde, me disait M. de la Palisse. C'est-à-dire que le faible dépend du fort, c'est pas nouveau. Mais désormais, mesdames et messieurs, le fort dépend du faible. Ça, c'est la mondialisation. Et ça, c'est la force de la mondialisation. Le fort dépend du faible parce qu'il dépend des ressources énergétiques et des matières premières qu'on trouve au Sud. Il dépend du faible parce que c'est le maillon faible qui fait l'avenir de l'économie mondiale. Il dépend du faible parce que c'est au Sud que se trouve l'essentiel de la conflictualité et donc ce qui meuble l'agenda international. Donc c'est la faiblesse qui fait l'histoire. Aujourd'hui, c'est plus la force, c'est plus la puissance. Alors, justement, où en sommes-nous? Ben, on est aujourd'hui dans 3 mondes en même temps. Le premier monde, je vous l'ai présenté, je ne vais pas m'y attarder, un monde de contestation. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, un monde qui est stablement contestataire. Ça veut dire quoi, stablement contestataire? Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui contestent, c'est toujours les mêmes qui décident, est un monde où la décision devient impossible. Parce que ceux qui décident en circuit fermé, donc des décisions qui ne sont pas véritablement en mesure de gérer les problèmes qui existent, et les autres n'ont pas accès à la décision. Donc la contestation devient plus importante encore que la décision. Nous sommes dans un monde inversé, dans lequel protester devient plus important que décider. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez pu vous en rendre compte, nous sommes dans un monde qui ne décide de rien. La décision n'existe plus. C'est le concert des protestations, des douleurs, des souffrances, des révoltes, des récriminations. Ce n'est plus la décision. Cela se projette jusqu'à l'intérieur de nos sociétés. Je viens d'un pays où on regarde beaucoup en ce moment ceux qui ont une veste jaune. Eh bien, les porteurs de vestes jaunes sont des protestataires, mais qui ne veulent surtout pas déboucher sur des décisions. Pas question de se présenter aux élections, pas question de se convertir en parti politique, pas question de proposer un programme de gouvernement.
alors que moi j'ai été bercé dans ma jeunesse par ce fameux programme commun de gouvernement qui a eu la fortune que chacun peut apprécier à sa façon, mais enfin qui existait comme alternative. Donc nous sommes dans un monde sans alternative, et d'autant plus privé d'alternative qu'en face, il n'y a plus de politique non plus. Il n'y a plus de politique parce qu'on nous explique que désormais l'économie est une science et que la science, ça ne se discute pas. Vous n'allez pas voter sur l'ordonnance que votre médecin va vous délivrer. Eh bien, vous ne voterez pas sur les choix économiques que les techniciens du gouvernement ont décidé. Donc la politique n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus de lieu de délibération. Donc on décide d'un côté, on proteste de l'autre. Ceux qui protestent ne gèrent pas. Ceux qui gèrent n'entendent pas la protestation, car elle est devenue hors sujet en politique. Deuxièmement, on est dans un monde qui est d'autant moins politique que l'agenda international est aujourd'hui dominé, non plus par des questions politiques, comme ça a été le cas des siècles et des siècles, à travers les compétitions entre États, à travers le jeu étatique et interétatique, mais qui est dominé par des enjeux sociaux. Le véritable problème d'un monde où le Burundais est à 600 $ et le luxembourgeois à 120 000 $, ce sont les inégalités sociales. La mondialisation a inventé le système social le plus inégalitaire depuis Adam et Ève. Et face à cela, ça veut dire que la sécurité n'est plus politique. Elle ne dépend plus des missiles de Rocketman ou de la République islamique. Désormais, la sécurité est humaine. Elle dépend des besoins sociaux humains. Sécurité alimentaire. N'oubliez pas, la faim dans le monde fait chaque année entre 6 et 9 millions de morts, l'équivalent de 8 attaques sur le World Trade Center par jour. Le terrorisme, c'est une goutte de sang à côté de cet océan que constitue, océan de malheur et de sang que constitue l'insécurité alimentaire, dont personne ne parle jamais. C'est très bien de se mobiliser pour le climat, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui tue aujourd'hui? Dans l'indifférence la plus totale, c'est l'insécurité alimentaire, c'est l'insécurité sanitaire, sur lequel peut-être on viendra tout à l'heure. Et dans ce monde dominé par des enjeux sociaux, mais que, persistance dans l'erreur, les puissances du Nord continuent à voir comme politique alors qu'il est social, il se produit une mutation considérable et fondamentale, qui est la mondialisation des imaginaires sociaux. Cette mutation, il faudrait lui consacrer toute une vie de recherche. La femme ou l'homme du XIXe siècle naissait avec un imaginaire local, étendu à sa famille, son village, peut-être sa tribu, à la rigueur sa province. L'homme au XXe siècle, la femme au XXe siècle, avait transformé son imaginaire local en imaginaire national, ce qui a d'ailleurs marqué le point culminant du nationalisme. Mais aujourd'hui, l'être humain a produit et reproduit un imaginaire mondial, mondialisé. Qu'est-ce que ça veut dire, un imaginaire mondialisé? Bien, ça veut dire qu'autrefois, le pauvre mourait de pauvreté ou de faim sans savoir même qu'il existait quelque part des gens riches. Et donc, il tenait ce devenir pour une fatalité qui répondait à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le pauvre voit le riche. Et il en dresse le portrait robot de manière ultra simplifiée, bien sûr, mais qui l'empêchera de penser qu'il est blanc, chrétien, européen. Et ça, c'est une mutation considérable qui fait que l'humiliation rejoint la frustration et passe ainsi à un degré supérieur. Et quand vous additionnez l'humiliation et la frustration, vous tombez dans ce que j'appellerais tristement la demande sociale de violence. Naturellement, celui qui combine en lui-même
humiliation et frustration demandent de la violence. Et quand vous demandez de la violence, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens très bien intentionnés qui se précipitent pour en offrir. Ça s'appelle des entrepreneurs de violence. Alors ceux-là n'ont pas besoin d'être pauvres. Souvent, ce sont de grands entrepreneurs, de grandes puissances financières du Golfe, mais ils vont fabriquer Al-Qaïda, Daesh, Acme, etc., Ansar Din, et tout ce qui s'ensuit. Et ceci nous amène à ce troisième point du lieu où nous sommes, qui est que la guerre s'est inversée. La guerre, chez Hobbes, je vous l'ai dit au début, c'est une compétition de puissance, c'est-à-dire ce tournoi incessant que des puissances semblables, de même niveau, de même culture, de même économie, de même religion, de même extraction sociale se faisaient pour se mesurer. D'ailleurs, de manière sympathique, je trouvais ça plutôt sympa. Les fameuses guerres européennes, jusqu'aux guerres de la Révolution qui ont commencé à être socialisées. Mais avant, la guerre, c'était sympa. On faisait des tournois avec le voisin, avec le cousin, d'ailleurs, et tout ceci entretenait les bonnes relations familiales. Aujourd'hui, la compétition de puissance s'est inversée, est devenue compétition de faiblesse. C'est quand même pas déjà le Tour de France. Bon, ça continue? Ah. Je peux vous raconter qu'une fois en amphi à Sciences Po, j'ai entendu l'Internationale à tue-tête. C'était une petite jeune fille qui avait oublié de fermer son portable. Alors j'ai dit, mais mademoiselle, vous savez quelle est cette musique? Non, monsieur. Elle était rouge, mais seulement de joue, de confusion. Alors j'ai dit aux étudiants, je vais vous la chanter. Et c'est ainsi que pour la première et dernière fois, un prof dans le grand amphi de Sciences Po a entonné l'Internationale. C'est la lutte. Bon. Eh bien, cette mutation est profonde. Je ne veux pas dire que la compétition de puissance a cessé, mais je veux dire que les puissants ont compris que une confrontation directe entre eux était plus coûteuse qu'utile. Et donc, ils ont misé sur les compétitions de faiblesse pour en tirer les marrons du feu, pour en tirer les avantages. Et c'est ainsi que la faiblesse est devenue le moteur de la conflictualité. C'est comme ça que le champ de bataille du monde est descendu de l'Europe vers le sud, l'Afrique, le grand Moyen-Orient jusqu'au mont Pamir, jusqu'en Afghanistan. Eh bien, cette mutation de la conflictualité atteint ses acteurs. Il n'y a plus d'armée, il y a des milices. Il n'y a plus de commandants en chef, il y a des warlords, les seigneurs de guerre, qui sont une nouvelle espèce en pleine croissance dans notre monde actuel. Cette conflictualité qui dérive de la faiblesse, dérive en réalité de trois faiblesses. Faiblesse des États, qui est aujourd'hui le facteur numéro 1 de la conflictualité mondiale, l'effondrement des États. Vous trouvez ça au Yémen, en Somalie, en République démocratique du Congo, en Afghanistan, en République centrafricaine. Faiblesse des nations, c'est-à-dire cette absence de contrat social, cette absence de volonté de vivre ensemble, puisque le vivre ensemble n'a pas été inventé par soi, mais imposé par l'autre. On retrouve le cas du Mali, entre le Mali du Nord et le Mali du Sud, mais on retrouve l'Irak, où ces trois communautés chiites, sunnites et kurdes l'emportent en coalescence sur la coalescence nationale. Et d'un certain point de vue, on le retrouve aussi en Syrie. Et puis, troisième type de faiblesse, la faiblesse du lien social. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en bon et en vieux, enfin bon et vieux, je ne sais pas, mais durkheimien. J'ai toujours
considéré que le lien social était beaucoup plus important que le pouvoir. C'est vraiment le grand Durkheim nous a dit, vous savez, la société ne tient pas par le pouvoir. C'est pas vrai. Il s'opposait à son confrère de l'autre côté du Rhin, Max Weber, qui considérait que Marx et Herrschaft étaient en quelque sorte la grammaire politique du monde. Durkheim dit non. C'est par l'intégration sociale qu'une société tient. Et si cette intégration sociale ne se fait pas, la potentialité conflictuelle est très grande. Comme il avait raison. Comme il avait raison, un anthropologue du siècle dernier, Banfield, étudiant non pas vraiment le Sud, mais la Sicile. Enfin, pour M. Salvini, la Sicile, c'est le Sud. Disait cette chose très forte. Il nous disait, dans une société de précarité, les individus n'ont aucun avantage à s'allier. Car lorsque la société est pauvre et que vous vous alliez horizontalement, si vous gagnez, vous devez partager des ressources qui sont modestes, donc vous ne gagnez pratiquement rien. Alors qu'il est plus rationnel, dans les sociétés pauvres, de mettre en place des liens verticaux qui vous relient directement au chef, qui lui distribue des richesses que vous n'aurez pas à partager. Et ça, c'est le malheur de ces sociétés les moins développées en termes de développement humain. Vous savez que sur les 20 dernières du classement du PNUD, 15 aujourd'hui sont en guerre. 15 sont en guerre. Alors, voilà la faiblesse aux commandes. C'est la faiblesse qui explique la guerre. C'est la faiblesse qui fabrique l'agenda international. C'est la faiblesse qui détermine les priorités, les enjeux, les sources de tension qui conditionnent même l'accomplissement de ce fameux marché mondial. Alors, puisqu'il est bientôt la fin, où allons-nous ? Eh bien, je vous ai dit que vous allez passer un mauvais moment, je suis désolé, mais je vois en gros trois scénarios. Le premier, c'est l'Apocalypse. Nous sommes peut-être au bord de l'Apocalypse. Jamais l'Apocalypse n'a eu autant de signification. Je les vois, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Regardez comme ils sont ressemblants. Vous vous rappelez le cavalier rouge, celui du sang. C'est le cavalier de la guerre, de cette conflictualité qui ne nous touche pas parce qu'elle est au-delà des mers. Le cavalier blanc, vous vous rappelez le cavalier blanc de l'Apocalypse? C'est la force, l'autoritarisme, la dictature, la violence, l'oppression, les maréchaux d'opérette, les maréchaux autoproclamés, les soudards, toutes ces bandes encouragées en sous-main, c'est le cavalier blanc. Le cavalier blême de l'Apocalypse, vous vous en souvenez? C'était le cavalier de la peur. Blême, cavalier de la peur, c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est la haine de l'autre, c'est l'haltérophobie. C'est ceux qui se régalent à semer la peur, la haine. C'est ceux que le grand Lowenthal, juste après la guerre, écrivait de manière extrêmement pertinente, décrivait de manière extrêmement pertinente comme étant les prophètes du mensonge. Et enfin, ai-je besoin de vous présenter le 4e cavalier noir dans l'Apocalypse? Ce cavalier noir, c'est celui de la faim. C'est celui de la misère humaine. Cavalier rouge, cavalier blanc, cavalier blême, cavalier noir, ils sont là, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais je vous ai dit aussi qu'on ne se quitterait pas sur cette conclusion. On peut arrêter les cavaliers. Et là, je vois les 2 autres scénarios. Il y a un premier auquel je croyais, auquel je ne crois plus vraiment, qui est le scénario utilitaire. C'est-à-dire que les puissances du Nord comprennent que tout ceci n'est pas dans leur intérêt. Que transformer le Sud, ce n'est pas de la charité,
ce n'est pas du caritatif, mais c'est de l'utilité. C'est une forme d'égoïsme rationnel, devenu vertueux. C'est-à-dire redistribuer, c'est-à-dire établir des ponts et des passerelles, tendre la main, être solidaire, parce que c'est la meilleure façon de me protéger et de protéger mes enfants. C'est un peu la démarche de l'assureur. Je paye pour un dégât qui n'existe pas, mais qui me protège d'un épouvantable dégât qui pourrait un jour me menacer et même me frapper. D'un certain point de vue, c'était la démarche de Barack Obama. Cet homme est assez extraordinaire, malheureusement il n'a jamais théorisé tout ce qu'il a voulu faire, mais il y avait chez lui l'idée d'abord que le leadership militaire ne pouvait plus fonctionner. Il y avait ces deux fameuses phrases que j'aime rappeler, light footprint, c'est-à-dire pas imposer un modèle, mais simplement derrière un petit peu de Coca-Cola quand même, ou cette deuxième qui consistait à dire mais leadership from behind, c'est-à-dire essayons de mettre en avant les puissances régionales, car les puissances régionales dans le Sud, c'est important. Ce sont des personnes, ce sont des acteurs, pardon, je vais un peu trop vite, ce sont des acteurs, ces puissances régionales, qui se sentent frustrés d'un statut auquel elles aspirent, un peu comme un club de football qui jouerait en Ligue 2 et qui aspirerait à monter en Ligue 1. Ben, c'est ce qu'Obama avait compris à travers l'accord sur le nucléaire iranien, en disant laissons une chance à l'Iran, à la Turquie, à l'Égypte, peut-être à l'Arabie saoudite, d'être les vrais acteurs d'une solution locale et régionale. Ce n'était pas sot, c'était marier ainsi le symbolique du statut accompli et la matérialité de la capacité d'action directe sur des gens souvent au contrôle. Évidemment, Trump, c'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle je n'y crois plus tellement, parce que j'ai cherché une nuit d'insomnie le leader du Nord qui pourrait aujourd'hui incarner cette option. Ah, il y a bien le pape François, mais combien de divisions, comme disait l'autre. Le prince de Monaco, il n'est vraiment pas terrible. Bon, alors on cherche, mais on ne trouve pas. Et moins aujourd'hui qu'hier. Alors il y a la dernière chance. Et ça, j'y crois. J'y crois, c'est-à-dire, et si la réinvention du monde se faisait dans les actes de quotidienneté? Et si la réinvention du monde, elle se faisait dans ce qui était en train de se construire comme un espace social mondial? Cet espace social mondial, il est occupé par tout un tas d'acteurs qui peuvent être de temps en temps maladroits, échoués, peut-être même, dans certaines circonstances, malveillants, mais il est peuplé d'ONG qui font un travail absolument extraordinaire. Il est peuplé de toute une série d'acteurs sociaux, de réseaux, d'associations. Puis il est peuplé surtout d'individus. Et d'individus qui vont souvent plus vite que les politiques. Parce que, et ça répond à ma question sur l'entêtement dans l'erreur, le politique est gelé là où il est. C'est-à-dire, il n'y a plus de prise sur la réalité sociale. Alors, il se trouve que j'étais en mission 4 fois cette année, moi je compte encore en année universitaire, 4 fois en Afrique, dans des pays martyrs, Burkina Faso, croyez-moi, personne n'en parle, mais c'est vraiment un pays martyr, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai vu des choses absolument extraordinaires. J'ai vu d'abord des universités africaines qui se construisaient, avec de jeunes universitaires intellectuels africains qui ont une vision totalement renouvelée du monde, qui déjà donnent un autre sens à identité, nation, territoire, souveraineté, retraduit dans leur expérience quotidienne. Je suis toujours frappé d'ailleurs quand je suis en Afrique
de constater que lorsqu'on parle avec une femme ou un homme qu'on rencontre, qu'on lui demande comment il se perçoit, comment elle se perçoit, très rarement ils disent bah, je suis burkinabé ou je suis ghanéen, ils disent je suis africain ou ils disent je suis je suis baoulé, je suis guéré, je suis bété, je suis mossi, etc. Ce croisement entre le panafricanisme qui reste intact dans les mémoires et ce savoir local qui est en pleine expansion et base d'un renouvellement absolument extraordinaire que nous, on ne voit pas passer. À une époque où l'Occident se replie sur une définition négative de la nation, c'est-à-dire non pas la nation comme émancipation, mais la nation comme protection, ce serait bien d'envoyer certaines personnes et certaines dames en Afrique se recycler, quitte à y rester. Mais au-delà de ça, cette société, et comme disait le grand sociologue américain Amitai Etzioni, sont des sociétés actives. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire, où je suis allé en pleine période électorale, élection municipale, des toutes petites ONG locales prendre la parole et dire toi, tu n'as pas à être élu parce que tu es un tricheur et tu es un corrompu et j'ai des preuves. Bon, quelquefois, ça finissait au poste, mais ça se faisait, le courage de le faire. Et j'ai vu des élections annulées parce que des ministres avaient été élus. Je ne suis pas sûr que ça se produirait en France, ça. Des ministres ont été élus et on a dit non, c'est pas possible. Et je peux vous donner les lieux, à Port-Bouët, à Bassam. Bon. Et puis au Nigeria, j'ai vu une situation de désastre, ces compagnies pétrolières qui polluent le delta du Niger de manière absolument infernale, donc les pêcheurs qui n'ont plus de travail parce qu'il n'y a plus de poissons, donc ils remontent dans les terres, donc ils chassent les paysans, qui sont eux-mêmes chassés par les éleveurs qui viennent du nord, parce que là, la désertification gagne 10 cm par jour. 10 cm par jour. Alors tout ce monde-là qui n'a pas de terre à cultiver, font des trous dans les pipelines et s'emparent du pétrole pour aller le revendre au marché noir. Mais le trou, il reste béant, c'est-à-dire après, le pétrole, il continue à couler et c'est la catastrophe écologique tous les jours. Eh bien, j'ai vu face à ça des ONG qui réagissaient, et qui réagissaient avec succès. Parce que, vous savez, et permettez-moi de terminer là-dessus, l'être humain, il a toujours les mêmes souffrances et les mêmes aspirations, qu'il soit dans le canton du Valais ou dans le delta du Niger, qu'il soit à Paris, à Hénin-Beaumont, ou dans le Soum au nord du Burkina Faso, c'est toujours un être humain qui souffre plus ou moins et dont la principale préoccupation, c'est mettre fin à ses souffrances. Alors, si pour mettre fin à ses souffrances, on le fait davantage souffrir, que voulez-vous qu'il arriva ? Il nous fera souffrir. Mais si nous parvenons à inverser l'ordre de cette logique, alors il nous aimera et on l'aimera. Merci beaucoup.